Là, voilà le pronoyau, le pronoyau mâle qui contient le génome paternel et qui, là, se réunit avec le génome d'origine maternelle qui forme le pronoyau d'origine féminine. En fait, ce n'est pas le génome paternel et le génome maternel, c'est la moitié du génome. Et puis en fait, cette moitié de génome, et c'est ça qui est extraordinaire dans la reproduction sexuée, c'est un mélange des gènes des deux grands-parents. C'est-à-dire que ce qui a été porté par le spermatozoïde, c'est un mélange des gènes des grands-parents, eux-mêmes mélange de gènes de grands-parents, etc. Et donc un mélange de génération et génération de gènes qui vont à nouveau se mélanger ici pour former un nouvel être. Alors bien entendu, cet œuf fécondé qui est dans une petite coque autour qu'on appelle la zone pellucide est minuscule. Il fait 130 microns de diamètre, c'est-à-dire à peu près 1/7 de millimètre. Donc il est tout petit, 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 et il est pratiquement invisible. Mais depuis quelque temps, il est devenu visible, depuis qu'on fait des fécondations in vitro, et qu'on est capable, donc, au laboratoire, d'étudier cet embryon et de le voir se développer. Et en effet, au laboratoire, on peut reproduire ce début du développement qui, avant, était entièrement mystérieux puisqu'il se passait dans l'utérus de la femme et qu'il était complètement inaccessible, et que maintenant, il se passe au laboratoire sous nos yeux. Et donc, cet embryon, cet œuf fécondé que vous retrouvez ici, est la rencontre des spermatozoïdes de l'homme et de l'ovule de la femme pour former cette cellule embryonnaire, qui va former un embryon à 2 cellules, puis à 4 cellules, puis 8, puis 16, puis 32. Et on parlera à ce moment-là de morula. Et puis enfin, au bout de 6-7 jours, cet embryon, qui a la même taille que la cellule de départ, on est toujours dans la même coque, comme une coque d'œuf qui est la zone pellucide, mais ici, il y a quelques dizaines de cellules, ou même quelques centaines de cellules qui forment le blastocyste. Ça, c'est la première semaine du développement de l'embryon. Cette semaine est fondamentale. Elle est très importante puisque tout le reste va en dépendre. Quels sont les événements importants? D'abord, si l'embryon récupère les gènes d'origine maternelle et paternelle, il faut qu'il exprime ses propres gènes pour sa propre identité. Et l'expression de ces gènes ne va pas commencer tout de suite. Bon, les 3 premiers jours de la vie embryonnaire se font entièrement sous dépendance de ce qui a été apporté par les parents. L'expression des gènes dans les noyaux de l'embryon va démarrer au stade 8 cellules, c'est-à-dire à peu près au 3e jour de la vie embryonnaire. Et avant, l'embryon va vivre entièrement sur des réserves, qui sont les réserves apportées par le cytoplasme de l'ovocyte. Car en effet, pour que cet embryon existe, il ne faut pas simplement qu'il y ait les gènes, il faut qu'il y ait ce cytoplasme ovocytaire qui est absolument nécessaire au développement de l'embryon. Et ça, c'est quelque chose que nous a appris le clonage. Car en effet, pour refabriquer un embryon par clonage, c'est-à-dire par un génome qui a été traité de manière particulière et qui va être réactivé, ceci ne marchera que si les gènes, si le noyau, est transféré dans un cytoplasme d'ovocyte. Donc, à la limite, on pourrait dire que pour faire un embryon, puis un être humain, on peut se passer des gènes d'origine paternelle et maternelle, puisqu'on peut utiliser le noyau d'une cellule somatique, un autre noyau dans des conditions appropriées, mais on ne peut pas se passer de ce cytoplasme qui est absolument nécessaire au développement. Ce cytoplasme, il contient des protéines, il contient des ARN, mais ces protéines et ces ARN qui servent au début du développement, qui vont sans doute jouer aussi un rôle par des signaux qui vont être envoyés à l'ADN pour que les gènes s'expriment. Ce cytoplasme d'origine maternelle va progressivement disparaître au cours de la première semaine. Et quand on analyse le cytoplasme des cellules du blastocyste, il est constitué entièrement d'ARN d'origine embryonnaire, c'est-à-dire qui ont été fabriqués à partir des signaux envoyés par les gènes de l'embryon dès le stade 8 cellules et après le stade 8 cellules. Donc vous voyez que dans cette première semaine du développement, il y a une transition entre le matériel cytoplasmique, le matériel nutritif d'origine maternelle et le matériel qui va être fabriqué par l'embryon lui-même. Donc l'événement important, c'est le mélange entre ces gènes, ce cytoplasme et l'activation des gènes pour que les synthèses propres à l'embryon se mettent en route.
Deuxième événement important, c'est ici, au stade morula, un phénomène qu'on appelle la compaction des cellules et qui est un début de différenciation des cellules de l'embryon. C'est à ce stade-là que les cellules ne sont plus identiques les unes aux autres. À ce stade-là, au stade 4 cellules, ces 4 cellules sont complètement identiques. Et ces 4 cellules ont la capacité de former un être complet. Et la preuve, c'est que si expérimentalement on sépare ces 4 cellules en deux et qu'on place les 2 blastomères, les 2 cellules dans des zones pellucides, on pourra obtenir 2 embryons, puis 2 enfants et 2 adultes, complets, harmonieux, homogènes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la nature par la formation des jumeaux homozygotes, par clivage de l'embryon. C'est pourquoi on dit que ces cellules du départ, ici, sont totipotentes. Elles ont la capacité de se développer dans toutes les autres cellules. Elles sont complètement indifférenciées. Et au cours de ce développement de la première semaine, puis bien entendu au-delà, on va avoir une perte progressive de la totipotence qui va aller avec la différenciation cellulaire et l'apparition de spécialisations de plus en plus importantes. Et cette différenciation, elle commence ici, au stade morula, par ce phénomène de compaction, et qui est marqué par le fait que les cellules périphériques de la morula, les cellules centrales de l'embryon, vont avoir des propriétés différentes. Et que va apparaître notamment au niveau des cellules périphériques ce qu'on appelle une polarisation des cellules, c'est-à-dire une orientation des cellules avec une capacité, par leur charge électrique, par leur composition, à reconnaître un sens à ces cellules. Et cette notion de polarité, cette notion de polarisation est fondamentale pour tout le développement par la suite et jouera aussi un rôle dans tout le développement. Et donc, très rapidement, dans cette morula, va apparaître 2 types de cellules. Des cellules périphériques qui vont former la paroi du blastocyste, c'est-à-dire la périphérie du blastocyste. Et on appelle cette couche cellulaire ici le trophectoderme. Et cette couche cellulaire périphérique, ici, il y a une petite cavité au centre, puisqu'il y a des espaces entre les cellules qui se forment, formation de ce qu'on appelle le blastocèle, et donc une couche de cellules périphériques qui forment le trophectoderme, et qui sont les cellules qui vont être à l'origine du placenta et des annexes embryonnaires, des membranes qui vont entourer l'embryon. Et puis, dans une portion de cette petite sphère, ici, une masse cellulaire qui est représentée, et qu'on appelle la masse cellulaire interne, et qui va se différencier dans l'embryon proprement dit. Cette masse cellulaire est constituée de ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires, ces fameuses cellules souches dont on parle beaucoup, car elles ont la propriété de se différencier dans toutes les cellules de l'organisme. En effet, la totalité de mon être vient de cette petite masse de cellules-là, alors que ces cellules-là ont servi à faire du placenta, des membranes, le cordon ombilical, etc. Donc vous voyez qu'en fin de première semaine, on a déjà une différenciation fondamentale avec 2 types de cellules, hein, et l'embryon et les cellules périphériques. L'autre notion importante du début de ce développement, c'est que les 2 génomes qui sont apportés par le spermatozoïde et par l'ovule ne sont pas équivalents. Pourtant, ils contiennent tous les mêmes gènes. Et vous savez que les gènes, ils marchent par 2, un sur chaque chromosome de chaque père, de chaque origine paternelle et maternelle. Et pourtant, il semble que ces 2 génomes ne sont pas équivalents dans leur expression pour le développement embryonnaire. Et ça a été mis en évidence chez l'animal par des expériences relativement simples, puisqu'on arrive à distinguer le pronoyau d'origine paternelle, pronoyau mâle, et le pronoyau d'origine maternelle, le pronoyau femelle. On a, par micromanipulation, retiré le pronoyau d'origine mâle et rajouté un autre pronoyau femelle pris dans un autre ovocyte fécondé. Et donc, on a constitué un embryon avec 2 pronoyaux femelles. Donc aussi 2 génomes, comme ça peut se produire pour une petite fille. Ce type d'embryon forme ce qu'on appelle un gynogénote. Et cet embryon est capable de se développer, mais il ne va pas se développer extrêmement loin. Il va nettement plus loin que la première semaine. Mais ce qui est frappant chez cet embryon, c'est que les structures de l'embryon lui-même, de la masse cellulaire interne, vont assez bien se développer. Par contre, tout ce qui concerne les annexes, le placenta,
les membranes sera hypotrophique. Ce qui semble indiquer que le génome d'origine maternelle joue un rôle primordial pour le développement des cellules, de la masse cellulaire interne et de ce qui va en dériver, et moins important pour les annexes. Et quand on fait l'expérience inverse, quand on enlève le pronoyomale et qu'on met un autre pronoyomale, donc il y a deux pronoyomales et qu'on forme ce qu'on appelle un embryon androgénote, hein, et cet embryon va se développer, et on va avoir l'inverse. On va avoir un embryon avec des annexes embryonnaires qui seront normales, et un embryon lui-même qui sera mal développé. Donc ceci introduit la notion qu'il n'y a pas d'équivalence du génome paternel et maternel, et qu'il y a certains gènes qui jouent un rôle dans le développement s'ils sont de la bonne origine, paternelle ou maternelle, et qui ne fonctionneront pas s'ils sont de l'autre origine. Et ce phénomène a conduit à définir ce qu'on appelle l'empreinte génomique, c'est-à-dire que notre génome a une impression d'origine paternelle et maternelle. Il faut que cette impression existe pour certains gènes. On a identifié à peu près 150 gènes actuellement qui sont soumis à empreinte pour que le développement se fasse de manière harmonieuse. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à un phénomène qu'on appelle un phénomène épigénétique et qui est dû à une modification de l'ADN, modification de certains gènes de l'ADN qui peuvent être soit méthylés ou déméthylés. Et selon qu'ils sont méthylés ou déméthylés, le gène s'exprimera ou ne s'exprimera pas. Et donc, on a des gènes qui sont méthylés de manière différentielle entre les deux allèles, entre les deux chromosomes, ce qui fait que l'un pourra s'exprimer quand il est de l'allèle paternel, par exemple, et l'autre sera réprimé quand il est de l'allèle maternel. Et c'est ça le phénomène d'empreinte. Le phénomène d'empreinte peut aussi être lié à la composition des protéines qui entourent l'ADN, qui elles aussi peuvent être méthylées ou acétylées, et qui peuvent contrôler l'expression des gènes. Je n'irai pas beaucoup plus loin, mais si je parle de ça, c'est que ce sont des notions relativement récentes et qui montrent qu'il se passe des phénomènes dans cette méthylation de l'ADN, et globale pour tous les gènes, et la méthylation des gènes soumis à empreinte. Et ici, vous avez un résumé de la première semaine du développement qu'on trouve ici, mais de ce qui se passe en amont, parce que ce qui se passe après dépend de ce qui se passe avant, et qui correspond à ce qu'on appelle la gamétogénèse, l'ovogénèse pour fabriquer l'ovule, et la spermatogénèse pour fabriquer le spermatozoïde. Et ici, ce sont les niveaux de méthylation des gènes. Et vous voyez que tous les gènes dans les gamètes sont déméthylés au départ, dans les cellules germinales primordiales. Et pour que l'empreinte génomique fonctionne, on va avoir une reméthylation des gènes qui se produit pendant l'ovogénèse ou la spermatogénèse, qui ne se produit pas au même moment dans les deux lignées cellulaires. Vous voyez ici ces traits bleus et rouges qui montrent que la méthylation est plus tardive dans l'ovogénèse que dans la spermatogénèse, qui ne se produit pas au même moment selon le type de gène. Ça devient un petit peu compliqué. Donc, il y a des événements avant la fécondation qui vont conditionner la méthylation des gènes. Mais il y a aussi des événements après la fécondation. En effet, après la fécondation, on va avoir une déméthylation globale de tout le génome de l'embryon, qui correspond à cette perte ici de méthylation, et puis suivie d'une reméthylation progressive, à la fois pour les gènes d'origine paternelle et maternelle, et vous voyez que ces phénomènes ne sont pas de la même manière dans les deux génomes. Et cette déméthylation des gènes se fait pour l'ensemble, sauf pour les gènes qui sont soumis à empreinte, qui sont indiqués ici en haut. Et vous voyez qu'il y a quelques gènes en haut où on a le trait rouge et le trait bleu qui restent élevés. Ce sont les gènes qui doivent garder leur méthylation pour justement permettre l'empreinte génomique de l'embryon. Si je vous raconte ça un petit peu en détail, c'est pour vous dire que dans cette première semaine du développement, au tout début du développement, il y a des phénomènes fondamentaux pour la suite. Pourquoi c'est important? Parce que parmi ces gènes qui sont soumis à empreinte, il y a des gènes qui sont des gènes qui codent pour des facteurs de croissance, qui vont contrôler le développement de l'embryon, le développement du placenta, le développement des annexes, et qui vont conditionner tout le développement ensuite de l'embryon. Et si on connaît ça, c'est parce qu'il y a des perturbations du développement, et qu'il y a des perturbations du développement qui sont dues
par exemple, aux conditions de culture in vitro des embryons pendant la première semaine, on sait, par exemple, chez la souris, que quand on fait une culture in vitro d'embryons, les petits qui naissent sont hypotrophiques, quelquefois, ils sont plus petits, et qu'il y a des modifications de gènes soumis à empreinte, comme le gène IGF2, qui participe à la régulation de la croissance. Même phénomène chez le veau. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du gros veau. Quand on fait des fécondations in vitro chez la vache et qu'on fait une culture d'embryons jusqu'au stade blastocyste, certains veaux sont trop gros à la naissance. C'est un trouble du développement lié à un excès de fabrication de muscles, une organomégalie. Il y a des mortalités périnatales, il y a des perturbations du développement et qui sont dépendantes de la culture embryonnaire et parce qu'on pense que les conditions de culture perturbent ces phénomènes de méthylation et d'empreinte génomique. C'est la même chose avec le clonage. Une des explications, vous savez que les animaux clonés sont souvent en très mauvaise santé. Vous savez que le développement des embryons clonés se fait mal, il y a beaucoup de mortalité pendant le développement, il y a beaucoup de mortalité périnatale, il y a des problèmes de développement après, et on pense que ces phénomènes de méthylation interviennent dans ces difficultés. Alors il n'y a pas que les problèmes de méthylation, il y a aussi les conditions métaboliques qui vont contrôler le développement de l'embryon. Donc ce qu'on peut retenir comme point important, c'est que l'environnement de l'embryon, à ce moment-là, que ce soit in vivo ou in vitro, joue un rôle fondamental pour toute la suite du développement de l'embryon. Et peut-être aussi pour la vie adulte. Parce qu'on sait aussi que quand il y a une hypotrophie fœtale à la naissance, par exemple, il y a un risque augmenté de maladies coronariennes, d'hypertension, de diabète, d'autres pathologies, que de plus en plus on pense qu'il peut y avoir un lien entre certains types de pathologies d'adultes et des difficultés qui sont produites à ce moment-là. Donc cette première semaine de développement est tout à fait essentielle pour ce qui va se passer après et pour la genèse de l'embryon. Alors maintenant, on va avancer un petit peu dans la construction de l'embryon. Cet embryon, il va s'implanter dans la paroi utérine. Et c'est un moment important de la vie de l'embryon. S'il n'y a pas d'implantation, il y aura arrêt de son développement, bien entendu. Il faut que cet embryon établisse des liens avec l'organisme qui le porte, notamment des liens nutritifs, des liens qui vont lui permettre son développement. Cette implantation, elle commence au 7e jour du développement, au stade blastocyste dans l'espèce humaine, et elle va durer toute la 2e semaine du développement. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la gastrulation et la neurulation, qui est la formation des feuillets embryonnaires et puis la formation du tube neural, la délimitation qui va donner la forme à l'embryon, puis l'organogénèse et la morphogénèse, et tout ça va nous mener à la fin du 9e mois du développement embryonnaire. Et à ce stade-là, l'embryon est formé, pour l'essentiel. La plupart des organes sont formés, les systèmes sont formés. Après, il peut encore y avoir des évolutions, mais elles sont relativement mineures. Voici l'embryon à 9 semaines, vous voyez qu'il ressemble beaucoup à un enfant. Et la fin de la grossesse, les 2 derniers trimestres notamment, vont surtout permettre le développement du fœtus, la maturation des organes, pour que ces organes soient fonctionnels au moment de la naissance, quand l'enfant va sortir de l'utérus. Alors, l'implantation. Voilà l'embryon au moment où il commence à pénétrer la paroi utérine. Vous retrouvez ici, c'est un schéma, le blastocyste. Vous retrouvez ces cellules périphériques qui forment le trophectoderme. Et voilà le bouton embryonnaire. Et les cellules de la masse embryonnaire, la masse cellulaire interne, ce sont, vous le voyez, organisées en 2 couches, la couche jaune et la couche bleue. Et on va appeler une de ces couches l'épiblaste et l'autre l'hypoblaste. On peut aussi les appeler ectoderme et endoderme, ça sera le cas un petit peu plus tard. Ces couches périphériques d'origine embryonnaire sont très agressives pour la paroi utérine. Elles vont envoyer des prolongements pour pénétrer dans la muqueuse utérine et cet embryon va complètement se nicher
à l'intérieur de la paroi utérine selon un processus que je ne pourrais pas vous expliquer aujourd'hui, mais qui est résumé sur le schéma comme ceci. Voilà, ça dure à peu près une semaine. Et voilà maintenant l'embryon qui est implanté dans la muqueuse utérine. L'embryon, il a évolué. Vous voyez que les annexes placentaires se sont développées et que, vous voyez en haut à gauche, en rouge, là, un vaisseau maternel, il y a des connexions vasculaires qui ont commencé à se développer. Ici, l'embryon est constitué de ces deux couches cellulaires qui sont l'une sur l'autre et qui vont former un disque qu'on appelle un disque didermique et qu'on peut voir d'une autre manière, et des cavités. La cavité supérieure, là-haut, c'est la cavité amniotique, et les cellules qui entourent cette cavité forment l'amnios. La cavité amniotique, c'est celle qui va entourer tout l'embryon plus tard. Et puis ça, c'est l'ébauche de la vésicule vitelline, qui est une autre cavité qui est importante chez d'autres espèces, mais qui est transitoire dans l'espèce humaine. Voilà une autre représentation de l'embryon à ce stade-là. La vésicule vitelline, le disque embryonnaire, l'endoderme, l'ectoderme, ou hypoblaste, épiblaste, la cavité amniotique, et puis le trophoblaste, qui sont ces cellules qui envahissent la muqueuse utérine. À ce stade-là, l'embryon, c'est comme un disque qui va subir la gastrulation. Voilà les deux couches cellulaires. Vous voyez, c'est un disque à peu près ovoïde. On est là à la fin de la deuxième semaine du développement. L'endoderme, il est là, et puis on a une vue dorsale, une vue supérieure de l'embryon, avec ici l'ectoderme en bleu. On a ouvert la cavité amniotique pour pouvoir voir l'embryon. Donc là, l'embryon, c'est un disque, c'est plat, c'est à cette forme-là. Et puis, il y a un événement très important qui est le début de la gastrulation, qui est que des cellules de la partie bleue vont migrer entre les deux couches pour créer un troisième feuillet de l'embryon. Et ça se fait par cette zone qu'on appelle la ligne primitive, c'est-à-dire qu'on a une petite déhiscence qui apparaît ici, et des cellules de toute la surface de l'embryon vont migrer pour rentrer entre les deux cellules, les deux feuillets cellulaires et former une troisième couche. Sur toute la surface de l'embryon, donc c'est-à-dire que les contacts entre l'endoderme et l'ectoderme vont se relâcher, sauf en deux zones. Une zone ici qui va être la partie céphalique de l'embryon, puis une zone caudale. Et là, on a la future membrane pharyngienne qui va constituer la future orifice buccal de l'embryon. Alors cet enfouissement de cellules qui est présenté ici correspond à ce qu'on appelle la gastrulation et se produit pendant la troisième semaine. Ici, c'est une autre vue de l'embryon avec la ligne primitive. Cette petite zone est très importante, celle de Hansen, parce que à partir de cette zone, on a la migration des cellules qui sont ici et qui vont aller dans l'axe entre les deux feuillets pour former une structure qu'on appelle la notocorde. Et cette structure, c'est elle qui va induire la formation du tube neural et qui va déterminer l'axe de développement de l'embryon. Et donc, le mouvement des flèches représente le mouvement des cellules. Et vous voyez que les cellules vont aller sur toute la superficie, sauf ici, au niveau de la membrane pharyngienne, et sauf ici, au niveau de la membrane cloacale, qui sera l'orifice postérieur de l'intestin plus tard. Si on fait une coupe transversale ici, à ce niveau-là, pour voir comment ça se passe, vous l'avez sur le schéma suivant. Voilà comment se produit la gastrulation avec les cellules d'origine épiblastique qui rentrent dans les disques embryonnaires pour former une troisième couche qui est ici représentée en rouge et qui va former le mésoderme. Et donc, en fin de gastrulation, on aura un disque tridermique, un disque à trois couches, superposés l'une à l'autre, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Et toutes les cellules du corps, toutes celles qui nous constituent, trouvent leur origine dans un de ces trois feuillets. Voilà, cet embryon va donner la totalité, les milliards de cellules différenciées de l'organisme. L'ectoderme va donner
la peau, la partie superficielle de la peau, l'épiderme, et puis le système nerveux. L'endoderme va constituer l'épithélium qui limite le tube digestif, et puis les dérivés du tube digestif, le foie, les poumons, etc. Et puis le mésoderme va donner les os, va donner les muscles, va donner les reins, va donner le tissu conjonctif, va donner un certain nombre de tissus différenciés. Ça, c'est... alors, c'était un schéma. Là, c'est un embryon réel. C'est une coupe d'embryon de souris qui est vue en microscopie électronique à balayage et qui a à peu près le même plan que le schéma précédent. Et vous avez ici les cellules de l'ectoderme, ici les tissus de l'endoderme et ici les cellules du mésoderme qu'on voit bien parce que c'est beaucoup plus lâche à ce niveau-là. Les cellules ne forment pas un épithélium, ne sont pas jointives comme c'est le cas pour ces cellules-là et ces cellules-là. Et ici, vous avez le neuropore qui correspond au nœud de Hansen. Donc voilà cet embryon gastrula avec ses 3 feuillets. On retrouve ici la coupe avec les 3 feuillets en haut. Ça, c'est une coupe transversale en haut et une coupe longitudinale en dessous. Vous voyez la notocorde parce qu'on est dans le plan médian de l'embryon. Et ici, l'embryon vu de haut. Et il y a une partie de cet embryon qui va former la plaque neurale en avant et qui va plus tard former le tube neural. Et ça, je ne vais pas vous en parler puisque M. Evrard va vous faire l'embryologie du tube neural. Par contre, en ce qui concerne les cellules du mésoderme, on va très vite avoir une différenciation dans une zone autour de cette plaque neurale, c'est-à-dire dans la portion antérieure de l'embryon, selon une forme en fer à cheval. Et c'est une différenciation qui va, à partir de ces cellules mésodermiques, faire des ébauches de cellules musculaires et des ébauches de cellules sanguines qui vont constituer des ticélos, des petits îlots qu'on appelle des îlots angiogéniques et qui sont les premiers éléments de la circulation de l'embryon. En effet, cet embryon, il va falloir qu'il établisse une circulation pour pouvoir permettre le développement des différentes structures. Et puis une circulation pour entrer en contact avec la circulation maternelle, pour pouvoir transporter les éléments dont il a besoin pour son développement à partir du placenta et à partir des éléments maternels. Donc une des premières différenciations de cet embryon gastrula va consister à faire ce système circulatoire. Et c'est une différenciation spécifique qui se produit au niveau du mésoderme, c'est représenté en rouge, par ces myoblastes et ces îlots angiogéniques que vous retrouvez sur la coupe transversale en haut. Et ici, vous voyez, en avant de la membrane pharyngienne, on a l'ébauche du tube cardiaque qui est en train de se former et même l'ébauche de la cavité péricardique autour du tube cardiaque. Là, on est en fin de gastrulation. On est à peu près en fin de 3e semaine. Alors, en bas, c'est un embryon de souris encore. C'est une vue antérieure. C'est comme si on avait regardé cette bestie-là par l'avant. Vous avez ici la cavité de la vésicule vitelline qui a été ouverte. Ça, ce sont les bords de la plaque neurale. Ici, c'est l'endoderme. Et ici, vous avez les îlots angiogéniques, avec les flèches ici, qui sont en train de se développer dans le mésoderme, entre l'ectoderme et l'endoderme, pour faire l'ébauche de la circulation de l'embryon. Le phénomène suivant, c'est la délimitation. On a un disque embryonnaire, tout plat. Et puis, il faut faire un embryon qui va avoir une forme, qui ressemble à une espèce de tube contourné. Et cette modification correspond à la délimitation, qui se fait dans les deux sens, qui se fait dans le sens transversal et qui se fait dans le sens longitudinal. Vous retrouvez ici, sur ce schéma, ça c'est un embryon de 15 jours à peu près, l'embryon tridermique, la cavité amniotique, la vésicule vitelline et la notocorde. Et ici, les bords de cette plaque vont se développer et s'enrouler comme ceci, et comme ça présenté là, selon ce mouvement. Tandis qu'au centre, là, il y a une erreur, l'amnios c'est ici, le mésoderme se développe, il va se différencier. Cette zone-là se forme ce qu'on appelle les somites, qui vont donner les os de la colonne vertébrale. Et
cet embryon se développe et là, dans la phase ultime, on arrive vers le 20e, 21e jour du développement. Voilà l'embryon qui progresse, le tube neural qui est en train de se former, la gouttière neurale, ici, qui va donner le tube neural, ici, le mésoderme, qui vont donner les somites, le mésoderme intermédiaire, qui va donner le rein primitif, puis les lames latérales, les cavités internes qui sont en train de se former, qui vont être les cavités internes du corps, les cavités internes de l'abdomen, et ici les ébauches vasculaires. Et puis, l'enroulement se continue pour former un tube ici, qui va être l'ébauche du tube digestif. C'est ça la délimitation. C'est la transformation de l'embryon d'un disque dans une structure qui va avoir une autre forme avec la formation de cavités internes, celle du tube digestif, d'autres cavités et tous les organes qui vont se développer. Cette délimitation, elle se produit aussi dans le sens crânio-caudal ou sagittal, si vous voulez. Ça, c'est le même embryon que tout à l'heure. Vous retrouvez ici les cellules cardiogéniques, l'endoderme, l'ectoderme, etc. Et puis, vous voyez les flèches, le mouvement qui est en train de se mettre en place. L'extrémité la plus antérieure de l'embryon vient vers le bas, puis en partie ventrale. Et là, on a l'intestin antérieur qui est en train de se former. L'intestin postérieur de l'autre côté. Ça, c'est la vésicule vitelline. Et ça, c'est un petit résidu qu'on appelle allantoïde, qui est dans le pédicule embryonnaire, qui va être le futur cordon ombilical. Ce mouvement de délimitation continue. Et voilà l'embryon en fin de 3e semaine, l'ébauche cardiaque qui se développe, l'intestin postérieur, l'intestin moyen, l'intestin antérieur, postérieur et moyen, et on le voit encore mieux ici, avec l'ébauche cardiaque. Le septum transverse, là, il y a l'ébauche hépatique qui est en train d'apparaître à partir de l'endoderme digestif, l'ébauche pulmonaire qui est en train d'apparaître à partir du tube digestif, la membrane pharyngienne ici, la membrane cloacale qui est ici en arrière. La vésicule vitelline se rétrécit, le canal vitellin se rétrécit, tout ça va incorporer le cordon ombilical un petit peu plus tard. Donc voilà cet embryon, ancien disque, qui maintenant a une forme et qui va se développer. Et ce processus va entraîner le développement de l'ensemble des organes qui va constituer l'organogénèse. Alors on peut parler de l'organogénèse du tube digestif, l'organogénèse du système cardiaque, du système pulmonaire, du système urinaire, etc. Et puis la morphogénèse, c'est-à-dire ce qui va donner la forme de l'embryon. Et tout ça va se produire à peu près de la fin de la 3e semaine du développement jusqu'à la fin du 2e mois. Cette évolution a été très très bien étudiée par des embryologistes américains, notamment, qui ont travaillé dans un institut qui était à Washington, qui s'appelle l'Institut Carnegie, et qui ont recueilli des centaines d'embryons, qui les ont étudiés, qui les ont aussi étudiés avec des artistes, avec des artisans, avec des photographes, pour essayer de reconstituer toute la croissance de l'embryon pendant ce stade, cette croissance morphologique de l'embryon. Et ils ont créé ce qu'on appelle les stades du développement embryonnaire, qui sont illustrés ici sur ce schéma. Et ils ont distingué jusqu'à la fin du 2e mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'organogénèse, 23 stades qui partent du stade 1, le stade de l'œuf fécondé qu'on a vu tout à l'heure, puis la première semaine du développement qui va jusqu'au stade 5, puis tout le reste de l'embryon qui va jusqu'à la fin du 2e mois. Alors tous ces embryons ont été reconstitués en cire par quelqu'un qui travaillait à Carnegie qui s'appelle Osborne Heard, si je me souviens bien, et constitue la référence des connaissances sur le développement embryonnaire. Et ils ont fait des coupes des embryons, en très, très fines coupes, pour analyser très précisément toutes les évolutions de l'embryon dans tous les stades. Alors, on peut prendre un exemple. Voilà, par exemple, le stade 14, c'est un embryon d'1 mois, la fin du 1er mois. Alors, comment il est cet embryon au stade 14 ? Il est comme ça. Voilà.
Voilà trois visions de cet embryon à ce stade-là. Cet embryon, il est très grand sur l'écran, mais en réalité, il est tout petit. Il mesure, je ne vais pas dire de bêtises, 5 à 7 mm en tout. On est donc à la fin du premier mois. À ce stade, commence à se former le cristallin de l'œil. Commence à se former l'oreille. On voit les sommites, enfin, on ne le voit pas très bien mais sur ce schéma, je vais le remettre en route, vous allez voir, on distingue bien les petites masses qui vont former les vertèbres plus tard. Voilà, vous pouvez distinguer la somite. On distingue très bien la masse cardiaque qui est en blanc ici, hein, qui est en train de se développer. Si on avance un petit peu plus et qu'on regarde l'embryon au stade 18, ici, on est à 44-48 jours du développement. Cet embryon mesure entre 1,3 cm et 1,7 cm. À ce stade, on voit une courbure de la nuque qui est très, très visible sur les vues de face, pardon, sur les vues de profil. Et puis aussi une courbure dans la région lombaire. À ce stade, les doigts commencent à se former. Les mains prennent un aspect crénelé. Ça, c'est le professeur Duboul qui vous en parlera la semaine prochaine. C'est tout à fait intéressant de voir comment se développent les membres, comment se développent les mains. On commence à distinguer le coude au niveau du membre supérieur. L'ossification du squelette débute et la différenciation sexuelle des gonades débute aussi. On est à la 7e semaine du développement. Et puis si on va à la fin, stade 23, l'embryon est pratiquement formé. La plupart des structures et des organes sont maintenant achevés. Bon, pas complètement, les paupières sont encore fusionnées, les oreilles sont développées, mais pas complètement. Les membres sont bien développés. Les organes génitaux sont aussi développés, les organes génitaux externes, mais on ne peut pas encore très bien distinguer le sexe de l'embryon à ce stade-là. Donc voilà l'organogénèse de l'embryon. Alors maintenant, tout ceci n'est possible que par toute une série de phénomènes moléculaires et cellulaires extrêmement complexes, qui sont faits de migration cellulaire, d'échanges cellulaires, de phénomènes d'induction, c'est-à-dire de signaux qui sont envoyés, de capacité de réception des cellules qui peuvent se différencier ou pas se différencier, etc. Et c'est quelque chose de très compliqué que je ne peux absolument pas développer là, mais je vais prendre un seul exemple, qui est la formation des organes génitaux et la différenciation sexuelle. L'organogénèse de l'appareil génital est très intéressante parce que on passe par des stades très variables. En fait, qu'on soit homme ou femme, quand on est embryon au départ, on a les mêmes organes génitaux. On a des gonades qui peuvent donner soit des testicules, soit des ovaires, selon qu'on est génétiquement mâle ou qu'on est génétiquement femelle. Mais les gonades sont identiques. C'est-à-dire sont des gonades indifférenciées qui pourront se développer dans l'un ou l'autre. Et puis on a des organes génitaux qui sont indifférenciés, qui peuvent se développer dans le sens mâle ou femelle. Alors comment ça se passe ? Ce qui est aussi curieux et intéressant dans l'histoire des gonades, c'est l'histoire des cellules germinales. Les cellules germinales sont parmi les cellules de l'organisme, de très rares cellules qui ne viennent pas des 3 feuillets dont je vous parlais tout à l'heure. Les cellules germinales, elles sont extra-embryonnaires au départ, c'est-à-dire dans la paroi de la vésicule vitelline, à proximité de la lantoïde, on a des cellules mésenchymateuses qui vont se différencier en cellules germinales sous l'influence de facteurs protéiques et d'une protéine qu'on appelle la BMP, qui est une protéine qui est capable d'induire des différenciations. Et ces cellules germinales extra-embryonnaires vont rentrer dans l'embryon par l'intermédiaire de la paroi intestinale qui est en train de se former. Selon ce cheminement qui est ici, vous voyez que les cellules germinales primordiales qui sont en rouge vont longer la paroi de l'intestin, du tube intestinal en formation, passer le mésentère postérieur, c'est-à-dire cette couche de conjonctif qui relie l'intestin à la paroi postérieure de l'embryon, et coloniser cette zone
de l'embryon qu'on appelle la crête génitale, et qui est une différenciation d'une structure qui est une structure transitoire à ce stade du développement embryonnaire qu'on appelle le mésonéphrose. C'est en effet une autre caractéristique du développement que d'avoir des structures qui existent transitoirement puis qui disparaissent et qui d'ailleurs sont quelquefois des vestiges du développement d'autres espèces, puisque ces structures dans d'autres espèces moins développées que les mammifères peuvent donner les structures définitives, en l'occurrence pour le mésonéphrose, des structures à fonction urinaire. Mais pour ce qui nous intéresse avec l'appareil génital, on voit les cellules germinales primordiales qui viennent dans cette région et qui vont coloniser ici cette crête génitale qui est en avant du mésonéphrose. En fait, cette gonade indifférenciée, voilà le phénomène de migration des cellules sur un embryon de souris. Cette gonade indifférenciée, ça c'est une coupe, hein, ça c'est le mésonéphrose. Vous avez ici l'ébauche aortique et puis vous avez cette ébauche rénale. Vous voyez, ça c'est un néphron, une structure presque analogue au néphron qu'on trouve dans le rein plus tard, avec la partie vasculaire qui apporte le sang, la partie qui peut filtrer l'urine. Ce n'est pas fonctionnel dans l'espèce humaine à ce stade-là, mais la structure existe dans le mésonéphrose. Et puis ici, sur le bord antérieur, la gonade primitive, qui est constituée de 3 types de cellules. Des cellules qui prolifèrent à partir de l'épithélium qui borde la cavité, qu'on appelle l'épithélium cœlomique, des cellules du mésenchyme, et les cellules germinales primordiales qui viennent coloniser ça. Et ces 3 cellules vont se mélanger pour former des cordons sexuels primaires qui réunissent les cellules épithéliales et les cellules germinales primordiales. Et entre ces cordons, les cellules mésenchymateuses vont former des petites colonnes de tissu mésenchymateux. Cette gonade existe à peu près à la 6e, 7e semaine du développement embryonnaire. Cette gonade, elle peut se transformer aussi bien en un ovaire qu'en un testicule. Ce qui va orienter son développement, c'est un facteur qui va venir agir sur cette gonade pour lui dire « fais un testicule ». Et ce facteur, c'est un gène qui est sur le chromosome Y, qu'on appelle le gène SRY. Et ce gène SRY s'exprime à la 7e semaine du développement, si l'embryon est un embryon mâle. Avant de parler de ça, on retrouve ici les gonades indifférenciées. Et puis on trouve les structures qui vont servir à faire l'appareil génital interne, les tractus génitales, qu'on appelle le canal de Wolff, canal de Müller. Le canal de Wolff, c'est une colonne mésonéphrotique qui rejoint tous les néphrons sur toute la hauteur. Et canal de Müller, c'est une autre structure qui est développée à partir du mésonéphrose et qu'on voit apparaître ici sur cet appareil génital indifférencié, fait de gonades et de ces canaux. Donc reprenons la différenciation gonadique. Voilà le gène SRY qui est représenté ici en vert. Et ce gène, il peut se fixer sur la molécule d'ADN, changer sa conformation, induire un signal et faire synthétiser une protéine au niveau des cellules de la gonade différenciée et qui vont commander la différenciation dans le sens testiculaire. Alors cette différenciation, comment elle va se manifester ? Elle va se manifester par le fait que les cordons sexuels qui avaient été créés vont continuer à se développer. Ici, il y a une couche qui bloque la prolifération de l'épithélium qui forme ce qu'on appelle l'albuginée, qui va être la paroi du testicule. Et puis ici, ces cordons sexuels gardent un contact avec les résidus des néphrons qui vont persister parce qu'ils ont le contact avec ces cordons sexuels et qui eux-mêmes sont en contact avec le canal de Wolff. Et on a là le testicule primitif qui va ressembler au testicule qu'on trouvera chez l'adulte, avec ces tubes séminifères qui vont fabriquer les spermatozoïdes, le rététestis, les cônes efférents qui vont servir à transporter les spermatozoïdes qui dérivent des mésonéphroses. Et puis, à l'extérieur, on a le canal de Müller qui, lui, va régresser. Pourquoi il va régresser ? Parce que des cellules qui sont ici, dans les tubes séminifères, sous l'influence du gène SRY, vont synthétiser une hormone qu'on appelle l'hormone antimullérienne et qui va faire régresser les voies génitales ou le canal de Müller qui va donner les voies génitales féminines. S'il n'y a pas de gène SRY, si la gonade ne se transforme pas en testicule, eh bien, elle va se transformer en ovaire et on va avoir une régression des cordons sexuels primaires, un développement de cordons sexuels secondaires
régression de tout ça, qui persistait s'il y avait un testicule, et persistance du canal de Müller. Et ce qui fait que ça va dans un sens ou dans un autre, c'est le gène SRY et les commandes qu'il va faire. Voilà le tractus génital indifférencié. C'est un mâle. La gonade fabrique des hormones antimullériennes qui va attaquer le canal de Müller, le faire se résorber, et il va rester le canal de Wolff et ses dérivés. Et ce canal de Wolff, il va pouvoir fonctionner parce que le testicule, on peut parler maintenant d'un testicule, par un autre type de cellule, le troisième type cellulaire, qui est d'origine mésenchymateuse, va fabriquer de la testostérone, des androgènes, qui vont stabiliser le canal de Wolff, le développer, et développer les glandes génitales qui vont correspondre à l'appareil génital masculin définitif, qui est représenté sur le schéma suivant, et que vous avez ici. Donc là, c'est le testicule qui est la gonade différenciée, les voies génitales qui sont d'origine wolffienne, le canal de Müller a complètement disparu, il peut en rester un petit vestige au niveau du testicule, et à l'autre extrémité, au niveau de la prostate, un petit organe qu'on appelle le tricule prostatique, qui est un petit pertuis qui n'a aucune fonctionnalité. S'il n'y a pas d'hormone antimullérienne, s'il n'y a pas de testostérone, soit parce que c'est un mâle sans gène SRY, soit parce que l'embryon est un embryon femelle, eh bien, on va avoir persistance du canal de Müller et régression du canal de Wolff. Et ce canal de Müller va former les organes génitaux féminins, puisqu'il va former l'utérus, les trompes. La gonade est devenue des ovaires, et puis on peut avoir quelques petits vestiges wolffiens ici, qui sont comme des petits kystes, qui sont à proximité des trompes. Indépendamment de l'action au niveau des voies génitales, ces hormones vont aussi agir au niveau des organes génitaux externes. Là, on est dans les organes génitaux internes, mais les organes génitaux externes de l'embryon sont aussi indifférenciés au départ. C'est comme la gonade. Les mêmes organes génitaux peuvent donner soit des bourses et un pénis, soit un vagin et un clitoris. Et ce qui va faire cette différenciation, c'est la présence ou l'absence de testostérone et des dérivés de la testostérone qui vont permettre de viriliser les organes génitaux externes. Et si cette virilisation ne se produit pas, la différenciation se fait automatiquement et systématiquement dans le sens féminin. Donc, quand on parle de différenciation sexuelle, on peut dire qu'on a différents niveaux de sexe. On a le sexe génétique. On est soit XX, soit XY. Et c'est ça qui va enclencher tous les phénomènes de l'organogénèse sexuelle. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'être XY ou XX. Si on est un mâle, c'est qu'on soit XY avec le gène SRY présent dans le chromosome Y. En effet, pour des raisons un petit peu compliquées, le gène peut ne pas être présent dans le chromosome Y, et bien qu'on soit XY, la gonade va donner un ovaire. Ou si par contre on est XX, mais que le gène est présent sur le chromosome X, la gonade deviendra un testicule. Donc on a un sexe génétique, mais on a aussi un sexe gonadique, qui normalement concorde, mais qui peut être différent. Et puis enfin, selon qu'on a un testicule ou des ovaires, il y aura telle ou telle hormone qui sera synthétisée, qui va donner des voies génitales mâles ou femelles, et des organes génitaux externes mâles ou femelles. Et donc on aura un sexe qu'on appelle somatique, qui peut être mâle ou femelle. Et donc quand tout se passe bien, les trois concordent, sexe génétique, sexe gonadique et sexe somatique. Et puis s'il y a un dysfonctionnement à un niveau, on peut avoir des discordances. Et c'est comme ça qu'on a des anomalies de développement sexuel, ce qu'on peut appeler des hermaphrodismes, des ambiguïtés sexuelles, puisque bien qu'on soit mâle, on peut avoir des organes génitaux externes qui sont de type féminin ou le contraire. Donc, vous voyez, le développement, ce sont des structures, ce sont des organes qui se développent, ce sont des signaux qui doivent agir au bon moment pour que les choses se passent dans tel sens ou dans tel autre. Donc, voilà cette organogénèse, voilà ce développement, voilà cette aventure du développement embryonnaire qui part de l'œuf fécondé la première semaine, et puis ce premier trimestre, qui est la partie représentée en bleu, qui se termine ici à peu près à la fin du deuxième mois, enfin c'est un peu avant le premier trimestre, le stade 23 qu'on retrouve ici, où se fait l'organogénèse, et puis ici le deuxième trimestre en vert, et le troisième trimestre qui aboutit à l'enfant qui va être accouché.
beaucoup de choses sont encore méconnues dans tout ce développement. Beaucoup de choses sont encore mystérieuses pour nous. Et il est évident que des recherches sont nécessaires pour améliorer les connaissances. Elles sont importantes à tous les stades, mais elles me semblent personnellement très importantes dans cette première partie dont je vous parlais au départ, qui est la première semaine du développement. Bien entendu, ces recherches peuvent être faites sur d'autres espèces, sur des espèces animales, mais on ne pourra vraiment comprendre le développement de l'embryon humain et du corps humain que si on peut aussi, à un moment donné, développer ces recherches sur l'embryon humain. Donc je vous remercie. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont aidé à créer ce diaporama que je vous ai présenté, notamment Pascal Gentil, qui est le graphiste qui m'a aidé à créer ce diaporama pour vous ce soir. Et pour ça, on a utilisé la complicité d'un certain nombre de sites Internet qui ont ces très très belles images que je vous ai présentées et auxquelles vous pouvez accéder facilement pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance du développement embryonnaire. Je vous remercie.